Bonjour à tous, bienvenue dans les hors-séries de l'été de Parents Voyageurs. Cet été, nous nous associons avec Stéphanie de Famille et Voyage, le podcast, pour vous présenter une autre facette de nos invités. Alors que nous les interrogeons sur leur parcours, leur choix de vie, leurs expériences de voyage en famille, Stéphanie leur demande d'ouvrir leur carnet de voyage et de nous faire découvrir des destinations. Chaque semaine, jusqu'à fin août, nous allons donc vous proposer 2 conversations avec le même invité, une histoire de vie et un carnet de voyage. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur nos blogs respectifs famillevoyage.com et parents-voyageurs.fr. Belle écoute et bel été! Hello, hello! Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, conteuse d'escapades en famille, accro aux histoires de voyage tout près ou très loin, et accessoirement maman de 2 garçons de 11 et 15 ans. Un vendredi sur 2, nous ouvrons ensemble les carnets de voyage de mes invités sur des vacances qu'ils ont particulièrement appréciées ou leur ville ou pays d'adoption. Ils vont vous donner leurs meilleurs conseils sur un itinéraire, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et leurs bonnes adresses. Je vous emmène aussi en reportage à la rencontre de personnes passionnées qui proposent des séjours ou des activités à faire avec nos enfants. Vous l'avez compris, ici on parle destination, coup de cœur, budget et tout ce qu'on peut faire en famille. Parce que c'est quand même trop cool de partir en rando avec ses enfants qui demandent toutes les 5 minutes « Maman, quand est-ce qu'on rentre ?» Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines vacances, parce que oui, un jour ce sera à nouveau facile de voyager, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et au fait, le podcast est également diffusé 2 fois par semaine sur la web radio Allô la planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Claire vit à Cusco au Pérou depuis 2017 avec son mari Juan et leurs 2 garçons de 5 et 6 ans. Leur histoire débute en 2012 alors que Claire parcourt seule l'Amérique du Sud avec son sac à dos depuis plusieurs mois. Arrivée au Pérou, elle a besoin d'un guide pour découvrir le pays. Ce sera Juan. De trek en discussion, ils font connaissance. Quelques allers-retours plus tard, ils se marient et s'installent en France pendant 4 ans, le temps d'agrandir la famille, de mûrir leur projet et de repartir au Pérou. Pourquoi Cusco ? Parce que c'est là que tout a commencé, que c'est la porte d'entrée du Machu Picchu et qu'ils veulent créer Trek Inca, leur agence de voyage francophone pour faire découvrir le Pérou autrement et surtout défendre un tourisme solidaire proche des communautés locales. Ah, le Machu Picchu. Je sais pas vous, mais moi ça fait partie des endroits qui me font rêver rien que de prononcer son nom. Ça me paraît tellement loin et chargé d'histoire. Alors évidemment, j'ai hâte qu'on en parle, mais aussi des autres lieux à découvrir au Pérou en famille. Et je ne pouvais pas trouver meilleur guide que Claire pour nous faire voyager. Allez, c'est parti pour une visite guidée du Pérou avec Claire. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nous raconter ta vie au Pérou et ce qu'on peut y faire en vacances en famille. Avec plaisir, avec grand plaisir. J'en profite aussi pour dire merci à Émilie et Eric de For Tasting the World qui nous ont mis en contact, alors qu'ils passaient par là, je crois, pendant leur tour du monde. Ouais, ils étaient à la maison il y a peut-être une dizaine de jours Ouais. à Cusco. Effectivement, on les a rencontrés et on les a amenés faire un très joli trek jusqu'au Machu Picchu. Le rêve, j'ai hâte qu'on en parle. Bon, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, déjà, Cusco, c'est où exactement ? On a compris que c'était au Pérou, pas très loin du Machu Picchu, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, Cusco, c'est situé dans la cordillère des Andes. On est donc effectivement au Pérou et on est perché en fait à 3300 mètres d'altitude. Waouh. C'est la capitale historique du Pérou et puis c'était aussi l'ancienne capitale des Incas, donc une ville qui regorge d'histoire. Une ville musée à ciel ouvert, vraiment. Une très belle ville. Et quand on vit aussi haut, en termes de température, c'est quoi à peu près ? C'est un peu frais, Ouais. mais ça peut être aussi très chaud en journée. Vraiment, on a des journées super ensoleillées avec un soleil qui tape vraiment fort. Et après, on a 2 saisons en gros dans l'année. Une saison pluvieuse, c'est l'été, janvier-février, et une saison beaucoup plus fraîche mais plus ensoleillée parce qu'on n'a pas de pluie. C'est en hiver et là, c'est plutôt concentré entre mai et septembre en gros. Ok. Avant de découvrir ton pays d'adoption, on repart un peu en arrière. Est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais avec tes parents ? Alors avec mes parents, on a pas mal voyagé, mais surtout en France.
Un petit peu en Espagne aussi parce que je suis d'origine espagnole, donc on allait souvent voir la famille en Espagne. Mais on a surtout en fait voyagé avec ce qu'on appelait une estafette, des petits camions que mon père avait à l'intérieur. Il avait installé donc lit, la petite cuisine et tout ça. Et on partait du coup découvrir quelques régions de France. On a fait comme ça en itinérance la Bretagne, la Camargue, le Puy-de-Dôme. Ça fait partie de mes souvenirs d'enfance en famille avec mon grand frère et mes parents. C'est devenu très à la mode de faire des road trips, des trips en van ou en camping-car. Mais l'estafette, j'avais jamais entendu encore. Mais c'est bien, c'est l'ancêtre en fait. Exactement. Puis ça, c'était il y a 30 ans, quoi. Donc, Ben ouais. ouais. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Comment ont évolué tes voyages après être partie de la maison de tes parents? Mais en fait, j'avais toujours eu cette envie de voyager et je savais pas trop par quel bout le prendre, à vrai dire. Je savais pas trop comment m'engager dans ce rêve que j'avais. Et à 20 ans, du coup, j'ai trouvé une idée qui était de partir avec une association étudiante pendant l'été. Donc, je suis partie 2 mois au Nicaragua pour me lancer sur un petit projet humanitaire, en fait, là-bas. J'étais toute jeune, j'étais pas assez formée, je pense. J'étais très... je manquais de professionnalisme, de recul, de tout. Enfin, j'avais 20 ans, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place, en fait, dans ce projet humanitaire. Et du coup, j'étais avec 2 autres jeunes filles aussi françaises et toutes les trois, pareil, on s'est dit, on va prendre nos sacs à dos et puis on va aller voyager au Nicaragua. Et c'était en l'an 2000. Donc, pareil, c'était il y a pas mal de temps. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Gmail, il n'y avait pas tout ça. C'était une aventure exceptionnelle et je pense que là, j'ai vraiment découvert ce que c'était que le voyage, en fait, le vrai. Du coup, comme effectivement il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, vous aviez des guides pour vous aider à aller d'un endroit à un autre? Comment ça se passait? Oui, on avait un guide papier, ça devait être, je sais pas, le Lonely Planet ou le Routard, quelque chose comme ça. Mais après, c'était les rencontres qu'on pouvait faire à droite à gauche qui nous amenaient à de belles découvertes. C'était très simple, en fait, très, très simple. Et ça a duré combien de temps? On est parti au total quasiment 2 mois. Ouais. Donc une quinzaine de jours sur le projet et puis le reste en vadrouille. Après, on est revenu dans le petit village où on était. Voilà, essentiellement, c'était du voyage finalement. Ouais. Donc ça, c'était ton premier vrai voyage, entre guillemets, parce que les voyages avec tes parents, c'était aussi des voyages, c'était juste différent. Qu'est-ce qui a fait qu'après, tu as pris ton sac à dos pour partir toute seule pendant plusieurs mois à la découverte de l'Amérique du Sud? Alors, c'est venu progressivement, mais justement, c'est quand j'étais au Nicaragua, en fait, fait une rencontre dans une petite auberge et j'ai rencontré 2 filles qui avaient exactement 33 ans et qui voyageaient toutes seules avec leur sac à dos pendant 6 mois en Amérique centrale et du Sud. Et honnêtement, ça a été une des rencontres de ma vie. Elle a dû durer 10 minutes, 15 minutes peut-être, je sais même pas comment s'appellent ces deux dames maintenant. Elles m'ont marquée. Enfin, je me suis dit, waouh, c'est super ce qu'elles font, c'est incroyable. Je suis restée vraiment très admirative. J'ai encore aujourd'hui des frissons quand je pense à ce moment-là que j'arrive vraiment à visualiser parfaitement. Ça m'a planté une petite graine. Et puis bon, après, c'était compliqué. Encore une fois, j'avais 20 ans. C'était pas encore dans mes capacités, en tout cas à l'époque. Et du coup, je suis rentrée. J'ai refait un voyage l'année suivante, pareil, en tant qu'étudiante à Madagascar. Puis j'ai commencé à bosser ensuite à Paris pendant quelques années. Et puis cette idée de voyage, elle est toujours restée ancrée en moi. Je me sentais pas capable de sauter le pas et de partir toute seule et de faire ce fameux voyage, ce rêve vraiment. Et du coup, j'ai là encore j'ai monté une petite marche de plus puisque je suis partie en fait 1 an en Équateur faire du volontariat. J'avais une trentaine d'années à ce moment-là. Donc pareil, une très belle expérience humaine, professionnelle aussi, c'était hyper intéressant. Et puis après cette année en Équateur, je suis rentrée en France de nouveau puisque c'était un congé sabbatique, j'ai repris mon boulot. Et puis là, au boulot, je pense qu'ils ont bien compris que soit il fallait qu'ils m'envoient très 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 loin pour bosser, soit ils me laissaient en banlieue parisienne et je partais parce qu'effectivement, après avoir goûté à ces voyages, je m'imaginais pas un futur en banlieue parisienne à ce moment-là. Donc, ils m'ont proposé de partir en fait 2 ans à Wallis et Futuna pour monter un projet associatif là-bas. Donc ça, pareil, encore une marche de plus, un petit étage de plus qui m'a amené en fait au bout de ces 2 ans à Wallis et Futuna à me sentir cette fois capable de prendre mon sac à dos et puis
de réaliser ce rêve que j'avais donc découvert à 20 ans. Et j'avais 33 ans, comme ces deux jeunes filles en fait que j'avais rencontrées au Nicaragua, c'est incroyable. Et j'avais 33 ans, j'ai pris mon sac à dos. Là, je me sentais, alors j'avais un peu peur quand même, hein, mais je me sentais, c'était le moment. Je savais que c'était maintenant qu'il fallait le faire. T'étais prête. Ouais. Et du coup, l'idée, c'était de partir combien de temps? Alors, l'idée, c'est de partir 6 mois. J'avais un billet donc aller jusqu'à Rio et j'avais un billet retour qui partait de Medellín 6 mois plus tard. Et les pays que tu devais visiter, c'était quoi? Alors, j'ai atterri à Rio tout simplement parce que j'avais une copine qui habitait là-bas, mais le but, c'était pas forcément de visiter le Brésil parce que j'avais très envie de pays hispanophones. Comme moi, je parlais aussi espagnol, ça me parlait plus que d'aller vers là-bas. Je suis quand même allée à Rio, que j'ai adoré. Mais au bout d'une dizaine de jours au Brésil, je suis quand même descendue assez rapidement, du coup, sur l'Argentine. Donc, je suis arrivée par les chutes d'Iguassou, l'Argentine, Buenos Aires. J'ai fait un petit saut aussi en Uruguay, un tout petit pays très agréable, très joli. Ça, c'était pour les fêtes de Noël en plus, donc j'ai quand même un très beau souvenir. Puis retour en Argentine, la Patagonie, jusqu'en Terre de Feu, Ushuaia. Et puis je suis remontée après sur les fjords chiliens, sur le début de la cordillère des Andes. Et puis ensuite, encore une fois, Argentine, Bolivie, Pérou, bien sûr, Équateur, où j'avais vécu. Donc là, c'était plus pour retrouver les copains et la famille qui m'avaient accueilli pendant un an. Et puis Colombie, que je connaissais aussi déjà quand j'étais en Équateur. Donc pareil, retrouver des copains et puis mon vol qui repartait de Medellín. Voilà, une belle boucle. Wow. Ouais, carrément. Et donc, tu passes par le Pérou, une première fois. Et je passe par le Pérou, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Pérou? T'es resté combien de temps déjà pour la première? J'ai dû rester au Pérou à peu près un mois. Alors, je faisais à peu près un mois par pays, grosso modo. Et au Pérou, je suis arrivée par le lac Titicaca. Donc, première ville, c'était Cusco. Cusco, où bien sûr, je voulais aller voir le Machu Picchu quand même. Ça faisait partie de des incontournables. Et j'ai choisi du coup de faire un trek pour aller jusqu'au Machu Picchu. Et voilà. Et puis le guide que j'avais donc pendant ce trek et qui m'a fait découvrir le Machu Picchu, c'est devenu de fil en aiguille mon mari. Incroyable. Donc vous êtes rencontrés cette première fois en 2012. Qu'est-ce qui fait qu'après, en 2021, presque 22 maintenant, tu es de retour avec Juan? Plein de choses, hein. Je vais essayer de résumer, mais on s'est rencontrés. Moi, j'étais en voyage, donc et puis ça faisait longtemps que je voyageais, de par mes expériences précédentes d'expatriation aussi. Donc après ce voyage, c'est vrai que moi, j'avais pour le coup besoin, j'ai du mal encore à l'expliquer, mais je voulais rentrer vivre en France et plus que tout me rapprocher de mes parents en fait qui étaient sur Toulouse. Donc pour moi c'était une évidence qu'après ce voyage je rentrais à la maison en gros quoi. Et j'imaginais absolument pas d'enchaîner sur une autre expatriation à ce moment-là. Et puis, avec Ron, on est resté effectivement en contact. Moi, j'y suis retournée plusieurs fois ensuite au Pérou. Pour lui, c'était beaucoup plus compliqué, bien évidemment, de venir en France. Même si on y est arrivé, il est quand même parvenu à obtenir un visa touristique qui lui a permis de venir quand même 3 semaines, ce qui pour moi était essentiel pour qu'on puisse envisager ou pas une relation ensuite. Je voulais qu'il voit ma culture, qu'il voit mon pays, etc. Et puis, 1 an et demi plus tard, c'était devenu évident qu'on voulait rester ensemble et que la seule solution, c'était de se marier, en fait, tout simplement. Et du coup, on s'est mariés en août 2013 et il a pu venir du coup s'installer en France en décembre 2013. Il parlait pas du tout français à l'époque. Son diplôme de guide, il n'était pas reconnu en France, ce qui fait que ça a été compliqué, très compliqué pour nous d'arriver à trouver une certaine stabilité familiale, puisque moi j'avais un boulot, un CDI, un boulot qui me plaisait. Et lui, malheureusement, il n'a jamais réussi à trouver un emploi stable, un emploi aussi qui lui plaise, un emploi valorisant comme l'emploi qu'il avait au Pérou, quoi. Bien sûr. Il a quand même tenu le choc parce qu'il a beaucoup bossé. Vraiment, je suis encore très, très admirative de tout ce qu'il a pu faire pendant toute cette période-là. Et puis, en fait, derrière, lui, il avait toujours cette idée de créer sa propre agence. Et donc, il m'a soumis cette idée assez rapidement. Moi, j'étais pas très réceptive au début parce que, encore une fois, moi, je n'imaginais pas repartir. On a eu 2 petits garçons aussi sur ce laps de temps-là. Et j'imaginais pas un retour au Pérou ou quoi que ce soit. Encore moins laisser de nouveau une stabilité professionnelle que j'avais acquise. Donc,
Et puis, il a commencé quand même à écrire ses treks, à écrire ses circuits, à en parler autour de nous. La réaction était super positive. Il disait, mais c'est génial, c'est hyper intéressant. Mais d'ailleurs, moi, j'ai un copain qui va aller au Pérou bientôt. Il va vous appeler. Alors, on avait des gens qui nous appelaient, qui nous demandaient des conseils pour aller au Pérou. Et puis moi, je me disais, ils sont pas sérieux, c'est pas possible. Et puis, il a écrit ses textes, je les traduisais. Et puis, finalement, de fil en aiguille, je m'y suis pris au jeu, quoi. Parce que c'est vrai que c'était passionnant, c'était hyper intéressant. Ça a donné envie. Ça a pris combien de temps entre le moment où il a commencé à écrire ses tracts et que tu as trouvé qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait et le moment où vous êtes partis? Oh, ça a bien mis 3 ans, hein. Ça a bien mis 3 ans parce que lui, il a commencé très vite en fait à en parler, à écrire. Et puis en fait, pareil, le déclic, ça a été surtout que les 6 derniers mois, en fait, il a fait une formation pour être guide et accompagnateur touristique en France, un diplôme qu'il a eu. Et là, on était allés voir les profs ensemble, en leur disant, l'idée, c'est que moi, je me forme aussi. J'allais de temps en temps en cours et puis je l'aidais aussi un petit peu à rédiger ses évaluations et tout ça. Donc, et c'était en toute clarté avec les profs, quoi, hein. L'idée, c'était vraiment qu'on se forme et qu'on bétonne notre projet professionnel. Un de ces profs qui m'a dit, en fait, mais vous attendez quoi là? Et je lui dis, je sais pas, j'ai peur en fait. Et il me dit, parce que vous avez tout, enfin, votre projet, il est béton, faut y aller, vous pouvez attendre, hein, mais dans un an, ce sera pareil. Et en fait, quand elle m'a dit ça, et moi, ça a été le déclic, en fait, pour me dire, on a une validation d'un professionnel du tourisme. Et moi, j'avais besoin de ça, en fait, pour me décider et pour déclencher un départ. Après cette petite phrase, on a dû partir 5 ou 6 mois plus tard, quoi. Et est-ce que ça a été facile de tout organiser pour partir en sens inverse? Pour Juan, sans doute que oui, mais pour toi et les enfants? Ce qui était très très difficile, c'était vis-à-vis de l'entourage, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais partie. Et du coup, enfin, j'étais revenue. Et ils y ont cru, je pense qu'ils se sont dit, elle va s'installer. Et puis en fait, non. Et donc, je pense que ce qui a été très très dur, c'était de l'annoncer du coup à ma famille, puis qu'ils l'acceptent, enfin, en tout cas qu'ils l'entendent, et voilà, qu'on ait aussi leur aval à eux, ce qui a été. Mais ils voulaient pas nous voir partir, quoi, parce que c'est moi, c'était Juan, mais c'était aussi 2 petits garçons qui étaient tout petits. Bah ouais. Ils avaient quel âge quand vous êtes partis? Alors à l'époque, le plus petit, il avait 1 an et demi, et le plus grand, 3 ans. Donc vous êtes partis avec ce grand projet d'agence et tout ce travail qui avait été effectué en amont. Donc comment ça s'est passé à partir du moment où vous êtes arrivés? Très bien. Beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Non, c'est vrai, j'étais très agréablement surprise parce que nous, on partait avec un projet qu'on a monté en France. Donc, on avait des propositions déjà assez claires, une cible identifiée, un site internet qui fonctionnait, mais un entourage qui, même s'il trouvait que c'était génial, se disait, vous prenez quand même des risques, quoi, hein. Si ça marche pas, et qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on partait avec tout ça, en fait, dans les bagages. Et en fait, arrivé ici, tout le monde nous a accueillis en disant, c'est génial. Enfin, ici, la création d'entreprise, c'est pas du tout la même. C'est pas le même enjeu qu'en France. Ici, elle est très valorisée. Les gens créent leur activité très facilement. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Tu fermes et puis tu recommenceras plus tard. Tu trouveras autre chose. Enfin, les gens, ils ont plusieurs vies professionnelles, en fait. Oui, et j'imagine qu'avec un mari péruvien, forcément, c'est plus simple. Ça a facilité énormément les choses, et effectivement aujourd'hui c'est une de nos forces, c'est que lui il connaît tous les codes de la société péruvienne, il a ses repères, très rapidement il peut retomber sur ses pattes sur plein de choses parce qu'il est d'ici tout simplement. Bah oui. Et moi je connais les codes français, enfin je connais aussi la manière de penser, la culture française qui nous permet de travailler beaucoup plus facilement aussi avec un public français, parce que je sais comment ils fonctionnent, à peu près ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas aussi. Et ça, c'est notre grande force, en fait, c'est que du coup, on est très, très complémentaires, en fait, très complémentaires. En plus de l'agence, vous avez créé une association et vous avez même une maison d'hôtes. Tu peux nous raconter brièvement comment tout ça s'est mis en place, parce que ça fait beaucoup de choses. Ouais. Oui, l'association, alors ça aussi, c'était un des rêves de Juan. Avant de partir, il m'a dit, par contre, il faut que cette agence, elle ait
un côté solidaire. Il faut que cette agence elle ait du sens. Il faut que le tourisme soit aussi vecteur de solidarité au Pérou, parce qu'on est dans un pays, voilà, beaucoup de difficultés économiques de la part de une grande partie de la population. Et du coup, il m'a dit, il faut qu'on monte une association. Alors moi, c'est pareil, rebelote. On part, on a 2 enfants, je lâche tout, et là, tu veux qu'on crée une association. Oui, parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Et en fait, il avait raison, parce que une fois que c'était parti, ça aurait été très difficile de relancer la création de autre chose une fois ici, quoi. On avait besoin de beaucoup d'énergie et en novembre 2017 jusqu'à décembre 2017, en fait, on a lancé un crowdfunding sur une plateforme participative pour nous permettre d'avoir en fait un petit peu d'huile dans le moteur pour cette association, parce qu'on partait avec rien, quoi. Et avec le projet de créer une bibliothèque, une ludothèque dans une petite école des Andes que Juan connaissait. Et en fait, c'était super parce que ça nous a permis en fait d'officialiser notre départ, parce que du coup, les gens ont appris par ce crowdfunding qu'on partait avec un projet qui était celui-là. On a été hyper soutenus, donc du coup, on a explosé les plafonds. Et du coup, ça m'a donné une belle énergie, quoi. Je me suis dit, les gens, ils croient en nous, ils nous font confiance, donc maintenant, il faut être à la hauteur, quoi. Faut assurer. Donc, on est parti avec un très bel élan, avec une somme d'argent, du coup, pour mettre en place effectivement notre projet associatif. Donc, notre association, elle s'appelle La Solidarité Trekkinka, et l'objet, en fait, c'est de financer des projets éducatifs et culturels dans des petites écoles des Andes, des écoles rurales. Mm-hmm. Et exemple de projet qu'on a amené donc depuis ces dernières années, donc on a effectivement créé une bibliothèque, une ludothèque. On a fait beaucoup d'échanges en fait avec des familles qui sont venues nous voir en tour du monde ou pas, et à la rencontre du coup des enfants de cette école où on a fait des ateliers manuels. Alors à chaque fois c'est qu'un prétexte pour créer la rencontre, mais du coup de très très belles rencontres interculturelles en fait entre des familles et puis des petits enfants dans les Andes, qui ont donné lieu derrière du coup à des partenariats, parce qu'il y a par exemple une famille qui est venue, elle était prof d'espagnol et du coup elle nous a permis d'obtenir 500 € de la part de son collège pour un projet qu'on avait mis en place avec cette école, qui était de partir au Machu Picchu avec les enfants de cette petite école rurale qui n'ont absolument pas les moyens en fait d'aller au Machu Picchu. Alors qu'ils sont à côté ? Ils sont à côté, mais en fait, financièrement, ça peut être compliqué, ça c'est évident. Mais au-delà de ça, c'est aussi que pour eux, le Machu Picchu, c'est pour les touristes en fait. Et du coup, on a pu récolter des fonds, alors ce collège, mais aussi des dons. Et puis après, surtout, toutes les personnes qui passent par notre agence, il y a toujours un pourcentage qui est reversé à notre association. Et le projet Machu Picchu, c'était quand même 2 500 €. C'était 2 jours de voyage pour la classe et ça a fonctionné. C'était génial. Ça devait être incroyable en émotion, en cris d'enfant, en tout ce qu'on peut imaginer. Et le moment où vous êtes arrivé au Machu Picchu, j'ose même pas imaginer la dose d'émotion, parce que c'est vraiment le mot qu'il y a dû avoir. Ouais, c'était très très beau. Et puis moi, c'était la 2e fois que j'allais au Machu Picchu. Et avec Juan, du coup, avec nos 2 enfants, alors que c'était là-bas qu'on s'était un peu rencontrés aussi. Et puis mes parents sont venus aussi lors de ce voyage, parce que eux, c'est nos piliers associatifs qui se démènent beaucoup pour du coup faire connaître notre asso, trouver des fonds. Donc pour eux, ça leur tenait vraiment à cœur d'être présents lors de la réalisation de ce projet, quoi, qui avait beaucoup de sens pour nous, quoi. Donc voilà, on fait plein de choses. plein de choses. Et donc la maison d'hôte aussi. Et la maison d'hôte aussi. Alors ça, c'est venu progressivement, par contre. Et je pense que c'est plus moi. En fait, quand on est arrivé, donc en 2018, on a pris une petite maison avec une chambre en plus, parce qu'on s'est dit, mes parents devaient venir, mon frère, des copains, pour les accueillir tout simplement. Puis pendant que la chambre était libre, on s'est dit autant tenter du Airbnb, ça peut être sympa. Moi, j'avais jamais fait, mais et puis en fait, ça a bien fonctionné. Et puis surtout, ça nous a plu, parce que je pense que c'est des choses qu'il faut faire quand on se sent à l'aise, parce que accueillir chez soi des gens, c'est pas rien finalement. Il faut le faire parce qu'on a envie de le faire et qu'on prend plaisir à le faire. Et on s'est rendu compte que c'était le cas. Et puis on a eu l'occasion après de récupérer un petit hôtel beaucoup mieux placé au centre de Cusco, dans le vieux Cusco, dans le centre historique très joli. Et puis dernièrement, on a trouvé une maison encore mieux, une très jolie maison coloniale, où là en plus on a vraiment un espace à nous un petit peu à côté, ce qui est important aussi pour notre vie de famille. Et en même temps, on a quand même 5 chambres, donc on accueille des voyageurs, et un très beau patio, et qui est super bien situé aussi. Donc là, on est super contents. Et les enfants, dans tout ça, ils voient du coup beaucoup de monde passer. Ils vont à l'école, j'imagine. Comment ça se passe pour eux ?
Alors, l'école, depuis le Covid, malheureusement, il n'y a plus au Pérou. Depuis mars 2020, les écoles sont toujours fermées, donc on est Ça encore n'a sur du jamais repris? virtuel. Ça n'a jamais repris et a priori, ça ne Oh, reprendra que l'année prochaine. Alors, oh là là. les pauvres, c'est un petit peu compliqué pour nous aussi, puisque du coup, c'est le matin en visio avec l'école et c'est pas facile à organiser Bah oui, la vie j'imagine. professionnelle. Mais en tout cas, oui, il va passer du monde. Alors moi, j'avais un petit peu peur au début parce que je me disais, est-ce que ça va pas être trop pour eux? Et puis en fait, ils sont super contents. Alors, on est très vigilants, hein. On se dit peut-être que quand ils auront 10, 12 ou 14 ans, ils en auront assez, je sais pas, on verra. Oh bah, les ados, il y aura toujours des trucs qui n'iront pas de toute façon. Oui, mais pour l'instant, ils sont super contents parce que la réalité, c'est qu'on accueille beaucoup de familles parce que on est une famille, donc c'est vrai, ça attire les familles. Et du coup, les garçons, à chaque fois, c'est alors quand est-ce qu'elle arrive la prochaine famille? Comment ils s'appellent? Ils ont quel âge? Est-ce que c'est des garçons? Est-ce que c'est des filles? Ils sont hyper heureux, quoi. Et moi, ce que je trouve chouette, c'est que du coup, ils utilisent aussi le français avec des enfants et pas que avec moi. Par rapport à la vie à Cusco, au-delà des gens qui passent par chez vous, tu dirais qu'il y a quand même des avantages à vivre aussi haut dans la cordillère des Andes par rapport à la vie que tu as pu avoir dans pas mal d'endroits finalement. Bah, je trouve que Cusco, c'est un endroit mythique, hein. Pour moi, ça résonne. C'est un endroit c'est magique. Enfin, d'habiter à Cusco, je trouve ça, c'est la classe, quoi. C'est waouh. Moi, j'ai encore les yeux qui brillent quand je me dis j'habite à Cusco quand même. Enfin, c'est exceptionnel. Et la vie à Cusco, alors moi, j'aime bien. Vraiment, ça me convient très bien parce que c'est une ville à taille humaine. Ouais, Puis c'est vrai que l'essentiel de notre boulot se concentre autour de notre quartier, donc ce qui fait que tout peut se faire à pied. ça c'est Et au chouette. pire, tu prends un taxi et ça te coûte vraiment pas cher. Les déplacements sont très simples et ça c'est très agréable. Le marché il est juste à côté. Enfin, on n'a plus de voiture. Il y a plein de petites tiendas qu'on appelle ici, des petites épiceries partout dans le quartier avec des prix comme au marché. Donc ça c'est top. Et puis après, tu as une vie qui est très touristique. Donc, il y en a qui vont dire que c'est pas très agréable parce que oui, c'est hyper touristique et que dès que tu passes dans la place centrale, on va t'arrêter 10 fois pour te vendre des choses. Moi, j'aime bien. Quand ils m'arrêtent et qu'ils me disent, tu vas aller au Machu Picchu, est-ce que vous voulez aller découvrir la vallée sacrée? Et je leur dis non. Mais en même temps, ça veut dire qu'ils me prennent pour une touriste et c'est génial. Oui, Je suis en voyage pour eux. Du coup, c'est super. Je sais non, c'est gentil, mais non. ça va aller, Demain, merci. une autre fois. Mais ça me dérange absolument pas, vraiment. Tu as aussi beaucoup de bars, de restos comme chez nous. Et ça, moi, j'en ai besoin de temps en temps aussi de retrouver mes repères occidentaux. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, à l'inverse, tu as aussi une vie très locale. Si tu vas dans certains marchés, si tu t'éloignes un peu de la ville, tu as une vie très, très locale, comme on peut l'imaginer au Pérou, quoi. Avec des dames en habits traditionnels, avec des produits que tu connais pas, avec des couleurs partout, du bruit à fond. Enfin, moi, c'est ce que j'adore, quoi. Et en fait, t'as les deux à Cusco. Et moi, je trouve que c'est un bel équilibre parce que avec les expériences que j'ai eues avant, avec les enfants, aujourd'hui, je suis plus à la recherche d'un dépaysement à 100%, hein. C'est plus du tout mon objectif, quoi. Donc, je suis très bien. Bon, rêvons un peu de nos prochaines vacances au Pérou. Quelle est déjà la meilleure saison pour venir en vacances au Pérou? Alors, l'idéal, c'est de venir entre avril et octobre. C'est la saison froide, certes, mais c'est aussi la saison sèche. Donc, il peut faire froid, effectivement, la nuit. Mais par contre, en journée, on n'a pas de pluie. On a des belles journées ensoleillées. Donc, c'est idéal pour faire du tourisme et découvrir le Pérou, c'est cette saison-là. Vous avez combien de décalage horaire? On a 7 heures actuellement de moins. Et puis, quand la France change d'heure, on a 6 heures, entre 6 et 7 heures, quoi, de différence en moins. Ok. Pour venir de la France, il y a des vols directs, j'imagine, au moins pour Lima, mais est-ce que c'est vraiment l'aéroport à privilégier quand Ouais. on veut venir en vacances? Ouais. Ouais, en fait, tu peux faire Paris-Lima avec Air France ou sinon tu fais Madrid. Pour ceux qui habitent dans le sud, Madrid-Lima avec Iberia, ça fonctionne aussi très bien. Et qui est à combien de temps de Cusco? C'est à 1 heure d'avion ou 22 heures de bus. Oh la vache! Donc, autant dire qu'il vaut mieux venir en avion. Oui. 22 heures de bus, c'est trop. Et par contre, c'est pas l'idéal de faire direct un Lima-Cusco parce que nous, on est quand même à 3300 mètres d'altitude et tu peux avoir le mal des montagnes. L'idéal, c'est quand même de faire un stop
passer par Arequipa, qui est à 2500 mètres d'altitude, qui est une ville, une jolie ville en plus, une très jolie ville. Passer quelques jours à Arequipa, découvrir aussi un petit peu la région où il y a un très grand canyon, un très beau canyon, le canyon de la Colca dans la région d'Arequipa. Et après, venir à Cusco pour éviter en fait justement le mal d'altitude et être un petit peu acclimaté avant d'arriver en hauteur. Pour un premier voyage, combien de temps il faut prévoir sur place ? Alors, bonne question. Minimum 2 semaines. Mais les distances sont énormes, en fait. C'est ça le problème. Idéalement, 3 semaines, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Moi, quand on me demande, je dis il faut 3 semaines, quoi. Parce qu'il y a quand même un décalage culturel, hein, ça c'est indéniable. Et puis, il y a aussi quand même plein de régions à découvrir et des régions qui sont pas forcément les unes à côté des autres. Donc, cette question des transports, elle est à prendre en compte. Il y a aussi la question de l'altitude. Quand on arrive à Cusco, même si on s'est acclimaté avant à Arequipa, on peut pas direct le lendemain partir, par exemple, faire un trek. Enfin, c'est pas pensable parce que les treks, ils vont te monter encore plus haut, à 4000 ou voire 5000. Alors du coup, si on est dans le timing idéal et la bonne saison et tout ce qui va bien, c'est quoi le voyage idéal sur 2 ou 3 semaines avec des enfants? Parce que ça peut changer pas mal les choses. Et c'est quoi les incontournables dans ce voyage? T'arrives à Lima. Lima, c'est une énorme mégalopole avec 13 millions d'habitants. Je ne conseille pas de rester. Si tu as beaucoup plus de temps, oui, mais si tu as 3 semaines, une journée à Lima, ça suffit. Et plutôt se concentrer vers les régions voilà, qui offrent des panoramas quand même beaucoup plus beaux. Lima, c'est très, très encombré. Enfin, voilà, c'est une capitale. Pour la découvrir et l'apprécier, en fait, je pense qu'il faut du temps. Et en 2 jours, on peut vite, en fait, au contraire, provoquer l'inverse, parce que beaucoup de trafic, de pollution et tout. Du coup, une journée à Lima, juste le temps de se poser quand même. Idéalement, moi, j'aime bien le centre de Lima. Il y en a qui disent que c'est plus dangereux. Moi, je trouve pas du tout. Moi, j'aime bien l'idée d'arriver direct, de se plonger dans la population locale. Et le centre de Lima est très chouette pour ça. On a un chouette petit hôtel avec lequel on bosse là-bas, qui est très sympa et très accueillant. Qui s'appelle ? Il s'appelle l'hôtel Espagna et avec une très rigolo. Enfin, dedans, c'est un vieil hôtel un peu rococo avec plein de tableaux partout, à côté des bâtiments historiques de Lima. Et voilà, ça part une petite promenade la première journée. Et puis ensuite, tracer sur Arequipa en avion, parce que pareil, Lima, Arequipa en bus, ça peut se faire, mais c'est 17 heures de bus, donc ça fait beaucoup. Arequipa, donc 2500 mètres d'altitude. On n'a pas le mal des montagnes en général à cette hauteur-là. Donc on peut profiter de la ville un jour ou deux. C'est une très belle ville blanche. Elle est dans le désert et en même temps, elle est entourée de 3 volcans. Et puis, elle est très jolie. Et puis, tu as un très beau couvent, le couvent Santa Catalina, qui plaît beaucoup aux enfants, justement, parce qu'il est très coloré. Puis, si tu fais la visite guidée, tu as plein d'infos qui te sont données sur comment vivaient, du coup, les bonnes sœurs à l'époque. Et puis, c'est hyper imagé, c'est génial. Ils ont encore plein d'objets, donc c'est super endroit. Un musée aussi hyper intéressant à visiter, le Museo Andino, où on retrouve des momies d'enfants de l'époque des Incas. Après, si on a envie de pousser un peu plus loin, effectivement, il y a le canyon de l'Alcolca, un canyon très, très impressionnant, très profond. Et c'est là où on peut voir le vol des condors. Donc ça aussi, c'est des choses assez chouettes à faire avec des enfants. Voilà, et puis après, monter à Cusco, bien sûr. Cusco, minimum 1 semaine. Là, après, ça dépend des envies de chacun, mais il y a des treks possibles à faire avec des enfants pour justement rejoindre le Machu Picchu d'une manière un petit peu différente. Alors, comment ça se passe, ce type de trek ? Alors nous, on a un trek qui s'appelle le trek de l'Ares, qu'on a fait très souvent avec des familles et quasiment uniquement avec des familles. C'est un trek en fait sur 4 jours qui t'emmène au Machu Picchu. Le dernier jour, tu es au Machu Picchu. Et ce trek, en fait, c'est un trek à la rencontre des populations de l'Altiplano. Donc c'est un trek plus culturel. C'est pas un trek qui est difficile en soi, c'est un trek qui est accessible. Et puis nous, on a toujours des chevaux en plus pour les enfants s'ils veulent se reposer, si pour eux c'est un petit peu difficile. Et en même temps, vivre une expérience de trek sous tente. On est accompagné, nous, donc, par un cuisinier qui s'occupe du coup de tous les repas. Et on est accompagné aussi d'un muletier qui s'occupe des chevaux, qui porte du coup les affaires. Ce qui veut dire que les gens, ils portent juste leur petit sac à dos avec leurs lunettes de soleil, leur appareil photo, crème solaire, et puis c'est tout. Et ils marchent combien de temps par jour ?
Alors, c'est pas mal de marches, mais après, c'est entre 6 et 7 heures. Mais c'est le tout travail du guide, en fait, hein, que d'encourager, d'être présent, que de raconter des choses pour que aussi tout se passe bien et de créer une ambiance où, voilà, ensemble on commence, ensemble on termine, on s'encourage et on y arrive, en fait. Donc, on relève en famille un joli challenge. Et c'est accessible à partir de quel âge? Même si je sais que c'est plutôt en fonction de peut-être la facilité que peuvent avoir les enfants pour marcher ou pas. Idéalement, c'est à partir de 6-7 ans. Ouais. En deçà, en fait, la question, c'est aussi le froid qui nous fait un petit peu peur parce que la nuit, les nuits sont fraîches et quand on est plus petit, on n'a pas la même réaction parfois au froid. Et du coup, c'est aussi ça qui peut nous inquiéter. Donc, on préfère pas prendre de risques en deçà de 6-7 ans. Ok. Et au bout du 4e jour, ils arrivent au Le Machu Machu Picchu. Picchu. Wow. Voilà, la découverte du Machu Picchu. Ouais, c'est la petite cerise sur le gâteau. Ah bah, c'est la grosse cerise même sur le gâteau. C'est le gâteau sur la cerise. C'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Et là, quand on arrive au Machu Picchu, on reste combien de temps? C'est quoi le programme? C'est une matinée en fait. La visite du Machu Picchu, c'est 3h30 à 4h, grosso modo. Et après, après avoir découvert du coup le Machu Picchu, l'après-midi, on prend un train pour rentrer du coup sur Cusco. C'est un très joli train aussi, parce qu'en fait, le Machu Picchu, il n'est pas accessible en voiture. Donc la seule manière d'aller au Machu Picchu, c'est soit d'emprunter ce train, soit de marcher le long de la voie ferrée en fait. Donc du coup, prendre ce train, ça fait aussi partie du voyage parce que voilà, il va sillonner en fait la région à des endroits où il n'y a pas de route, il n'y a rien, donc il passe entre les montagnes et puis après le Machu Picchu, c'est l'Amazonie. Donc du coup, paf, ensuite changement de décor quand on est au Machu Picchu avec une végétation extraordinaire, quoi, très luxuriante. Sur les 4 jours, c'était justement une végétation qui est plus montagneuse, plus sèche. Tout à fait. Ouais, parce que là, il monte jusqu'à 4005, 4007. Et effectivement, c'est des lagunes, c'est des sommets enneigés, c'est une végétation qui est beaucoup plus sèche, effectivement. Plus tu montes et plus c'est plutôt des arbustes. Et puis ensuite, tu plonges petit à petit dans une autre végétation le dernier jour, ouais. Ok. Et les chevaux, ils redescendent en train aussi? Non, parce que les chevaux, on les quitte avant. En fait, la dernière nuit, on la passe à Aguascalientes. C'est un petit village assez artificiel au pied du Machu Picchu et que l'on rejoint en fait en train. Donc le trek, il va jusqu'à Ollantaytambo, qui est un site Inca, un très beau site Inca. C'est aussi un petit village où là, on prend le train pour rejoindre le Machu Picchu et du coup, on laisse toute l'équipe d'appui derrière nous, quoi. Une fois qu'on a fait le Machu Picchu, on fait quoi le reste du temps? Et alors, juste petit aparté, je me permets, si les enfants sont plus grands, il y a un autre trek qui est très chouette qui s'appelle l'Inca Jungle. Pour des ados, là, ça cartonne. 12, 14, 16 ans. C'est un trek plus sportif où en fait, on fait du VTT de descente, du rafting, de la tyrolienne. Il y a aussi une journée de rando et on termine aussi le 4e jour au Machu Picchu. Et ça, c'est un trek aussi qui plaît beaucoup. Là, par contre, on n'est pas sous tente, on loge dans des lodges, mais c'est très, très chouette aussi. Bah, c'est un parc d'attractions en fait. Ouais, en pleine nature, quoi. Ouais. Mais du coup, quand on a des enfants qui ont, allez, je dis n'importe quoi, 8 et 12 ou 9 et 13, du coup, on choisit quoi? Bah, nous, on ira plus sur le Lares parce que la question le premier trek, donc, parce que l'Inca Jungle, les tyroliennes sont très impressionnantes, le rafting aussi. Donc, on va peut-être privilégier quand même le petit, le petit dernier. Ouais. Faudra revenir. Voilà, ouais. Ok, donc soit le facile, entre guillemets, soit le plus sportif avec les enfants. Donc, une fois qu'on quitte le Machu Picchu, on va où? Ah bah alors déjà Cusco, il faut visiter Cusco. Cusco, c'est une ville assez merveilleuse, c'est un musée à ciel ouvert, c'est une ville qui a traversé les siècles et qui permet en fait de découvrir aussi la civilisation inca, poser des dates, des repères. C'est une ville qui a accueilli en fait tous les Incas, tous les chefs Incas, donc qui accueillait que la noblesse. Donc on a en fait une multitude d'anciens palais, alors qui ont été malheureusement détruits beaucoup par la colonisation espagnole, mais ça reste quand même une ville avec énormément de vestiges à découvrir. Donc ça, il faut quand même privilégier Cusco un jour ou deux. Il y a aussi une très belle ascension à faire, c'est d'aller à la Palcoyo, la montagne des 7 couleurs, qui est à 5000 et qui en fait offre un panorama exceptionnel avec des montagnes très très colorées. D'où les 7 couleurs? D'où les 7 couleurs, voilà. Et ça, ça se fait sur la journée. Et c'est vraiment des journées qui plaisent beaucoup aussi aux enfants parce que c'est exceptionnel comme panorama. C'est grandiose. Mais alors, c'est quoi ces 7 couleurs? Elles viennent d'où? C'était une chaîne de montagnes qui était recouverte de neige.
Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2015. C'est très récent. En fait, les neiges ont fondu. Donc bon, c'est un peu lié quand même au réchauffement climatique, c'est un peu dommage. Mais les neiges ont fondu et du coup, on fait apparaître les montagnes qui se cachaient dessous. Et en fait, c'est des résidus de fer, de cuivre, etc., donc des minerais qui ressortent et du coup qui donnent des couleurs carrément exceptionnelles en fait aux montagnes. C'est très très chouette à faire aussi, ouais. Donc ça, c'est sur une journée? Sur une journée, ouais. Ok. Tout à Quoi fait. d'autre alors? Ensuite, il y a aussi la vallée sacrée des Incas. Donc, c'est des sites archéologiques qui sont assez proches de Cusco. En voiture, c'est 45 minutes, 1 heure et demie. Il y a 6 sites archéologiques à découvrir aussi. Donc, c'est aussi plein d'histoires à découvrir, quoi. Chaque site est particulier. Et puis, il y a aussi un petit endroit que les enfants aussi aiment beaucoup. C'est les salines de Maras. Donc en fait, c'est des salines, des bassins de sel qui étaient exploités par les Incas à l'époque et qui le sont toujours aujourd'hui. Le sel de Maras, qui est du coup hyper connu dans la région. Et du coup, c'est des bassins de sel sur tout un flanc de montagne. Donc c'est très très joli à voir, vraiment. Alors en saison des pluies, c'est plus marron que blanc parce que ça remue, quoi. Mais en saison sèche, du coup, c'est des bassins très très blancs et puis on voit les gens travailler. Donc c'est intéressant aussi à découvrir en famille. Au-delà des sites et des treks, est-ce qu'il y a des activités à faire avec les enfants? Des activités en tant que telles, je vois pas d'activités, mis à part effectivement si tu fais ce Linka Jungle, donc dont je parlais tout à l'heure, dans le cadre d'un trek. Mais après, un peu comme dans toutes les villes, hein, tu as le musée du chocolat où tu peux faire, moi je l'ai fait avec mes petits garçons et ils adorent. Voilà, c'est plus découvrir l'histoire du chocolat, puis fabriquer tes propres chocolats sur toute une après-midi. C'est toujours des trucs assez sympas. Après, c'est aussi aller rencontrer des ateliers de tissage, par exemple, avec des laines locales, les laines en alpaga, où du coup des dames vont t'expliquer comment se fait la tonture de manière naturelle, avec quelles plantes. Et du coup, tu vois de tes propres yeux comment se crée le vert à partir d'une plante, comment se crée le rouge, le orange avec une autre plante, comment se fait la lessive aussi avec des plantes naturelles, les tissages, etc. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont assez intéressantes à découvrir. Mais des activités en tant que telles, sportives par exemple, je ne vois pas. Non. Non, mais du coup, vous les avez regroupés, vous, dans le trek que vous proposez. En dehors du trek, c'est pas des choses qui se font. Non, D'accord. non, pas dans la région en tout cas, non. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à découvrir dont on n'aurait pas parlé? C'est déjà pas mal. Ah oui, non, bien sûr, Là, bien ça nous sûr. fait une bonne petite minimum une bonne petite semaine sur Cusco. Et après, pour finir en beauté, moi, je recommande à tous d'aller sur le lac Titicaca. Mhm. C'est donc pareil, c'est une petite nuit de bus. C'est pas très très loin. C'est à 4000. Donc là, on monte encore un cran. Donc c'est bien de terminer avec le Titicaca. Et là, d'être accueilli en fait en famille et de découvrir du coup les cultures locales des familles quechua. Et ça, c'est vraiment hyper culturellement intéressant. Et puis en plus, le Titicaca, c'est un lac exceptionnel, quoi. C'est un lac, c'est le plus haut lac navigable au monde. C'est un lac où on retrouve des reflets que moi je n'ai pu voir que au bout du monde en fait. Des couleurs, les couchers de soleil sur le lac Titicaca, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Et puis il y a 3 îles aussi à découvrir avec chacune leur histoire. Des îles en roseau où certaines familles habitent encore, des îles Taquil et Amantani où on peut dormir aussi, où ils cultivent encore beaucoup en terrasse. C'est encore un autre univers et c'est très très chouette à découvrir. Puis tout ça, ça se fait en bateau, donc ça donne aussi l'occasion, voilà, d'utiliser un autre moyen de transport d'île en île, quoi. Du coup, là, il faut dormir sur place, j'imagine, Ouais. parce qu'on ne fait pas l'aller-retour entre Non. le lac Titicaca et Cusco 4 fois dans le séjour. Non. Est-ce qu'il y a des hébergements que tu recommanderais? Oui, en fait, quand tu arrives au bord du lac Titicaca, il y a une ville qui est très connue qui s'appelle Puno, qui est une grosse ville, moi je l'ai découverte il y a pas longtemps, elle a son charme, mais en fait, quand tu es juste de passage, du coup, elle est pas très agréable. Donc l'idéal, c'est de pas rester à Puno, mais de partir en fait sur une petite presqu'île, la presqu'île de Lachon, où là, on travaille, nous, avec des familles en fait qui accueillent chez l'habitant. Ils habitent sur place, mais ils ont construit des petites chambres à louer qui sont très confortables, à la fois très jolies en terre, comme on le fait ici de manière traditionnelle, mais très bien finies en fait. C'est charmant vraiment. Et puis, ils cuisinent aussi sur place et puis ils cuisinent très 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 bien. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir la gastronomie. Et puis avec cette famille-là, en fait, eux, ils t'organisent la découverte des îles
sur 2 jours, ça c'est l'idéal, en dormant sur une île, l'île d'Amantani, aussi où tu peux être accueilli chez l'habitant pour dormir, parce que là-bas, il n'y a pas d'hôtel. Donc c'est tout le temps chez l'habitant. Donc, pour aller dormir chez ces familles, faut forcément passer par toi ou par, je sais pas, une communauté, quelque chose, parce que tu les trouves pas facilement, j'imagine. Après, sur la Tchol, dans ce petit village, il y a énormément de familles qui accueillent. Donc, rien qu'en se présentant là-bas, on peut trouver. Moi, bien sûr, je peux donner mes contacts, mais sinon, oui, ça se trouve, hein, les contacts peuvent se retrouver. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment pas faire dans un voyage au Pérou? Des attrapes touristes, j'ai aucune idée là en tête, c'est juste parfois on croit que c'est des choses absolument à visiter et quand on habite sur place, on sait très bien qu'il faut absolument pas y aller. Bah, par exemple, le Titicaca, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à Puno et qui vont découvrir les îles depuis Puno. Et en fait, du coup, ils vont se retrouver souvent dans des bateaux. Bon, alors maintenant, les jauges sont plus basses, mais à l'époque, c'était des bateaux à 20 ou 30 personnes. Et moi, je sais que par expérience, le public français, il a horreur de ça, quoi. Et du coup, il se trouve attrapé il a l'impression d'être dans un traquenard touristique. Bon, l'envers du décor, c'est derrière, c'est des gens qui gagnent leur argent de cette manière-là et qu'il y a des touristes qui apprécient. Enfin, je vois le tourisme péruvien qui s'est développé du coup avec la crise. Eux, ils adorent, quoi. Ils adorent passer du temps dans des buffets, ils adorent passer du temps dans les magasins, des bijouteries. Ça les dérange pas du tout de se retrouver dans ce que nous, on appelle des attrapes touristes. Et d'expérience, les Français avec lesquels nous, on travaille, surtout pas. eux, ils veulent se sentir seuls au monde, dans une expérience unique, authentique. C'est juste que voilà, il faut faire attention où est-ce qu'on va, en fait, pour éviter de se retrouver là-dedans, quoi. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut absolument manger quand on vient en vacances? Alors, il y a plein de choses, hein. Le Pérou, c'est une tradition culinaire assez exceptionnelle. Si tu es sur la côte, le ceviche, bien sûr, donc les soupes de poisson, les salades de poisson. Ensuite, quand tu vas monter dans les Andes, il faut savoir que le plat national des Andes et du Pérou, c'est le cochon d'Inde qu'on appelle ici le cuy. Donc ici, on mange le cochon d'Inde et ça, c'est aussi ancestral, hein, ça vient des Incas. C'est un plat de fête ici. Et ici, on va manger le cochon d'Inde donc au four. Donc ça, si on veut découvrir la cuisine locale, il faut manger du cochon d'Inde. Sur arequipa, ils le mangent grillé, c'est différent. Le cochon d'Inde, la petite chose oui, mignonne. C'est ça, ouais. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est le plat vraiment typique des Andes. On mange aussi de l'alpaga. Alors, moins sur Cusco, beaucoup plus sur arequipa. C'est une viande qui est très tendre, très douce, qu'en général, les touristes, les voyageurs aiment beaucoup. Le cuy, moins. Hein. J'ai rarement trouvé des gens qui ont adoré le cuy. Il y en a, mais c'est plus rare. Il y a plein de fruits. Hein. Ici, on a la chance d'avoir l'Amazonie à même pas 100 km. Donc, du coup, énormément de fruits, de légumes qui peuvent être très dépaysants pour nous. Hein. Par exemple, outre tous les grands classiques, ananas, etc., on a la chirimoya, qui est un fruit assez particulier. Moi, j'adore. C'est un fruit tout vert, tout fripé. Ça donne pas trop envie. La coque est assez dure. Et à l'intérieur, en fait, c'est une chair blanche avec des gros pépins. Et c'est très sucré, très juteux. Il y en a plein. Franchement, les marchés, ils regorgent de plein de... Moi, je crois que je m'en rends même plus compte, en fait, des fruits. C'est devenu quotidien. C'est quoi le plat préféré de tes enfants? Oh là là, outre la pizza que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle ici les salchipapas. J'en suis pas fière, hein, mais bon, ça fait partie du décor. C'est quoi? En gros, ici, si tu veux faire plaisir à des enfants, tu les amènes pas au McDo, parce que tout ce qui est sandwich et tout, ça va jamais trop pris ici. Puis il y a un McDo, mais il est toujours vide ici. Mais par contre, tu les amènes manger des salchipapas. Alors, ça coûte 3 francs 6 sous. Hein. C'est des frites, tout simplement, qui, à mon goût, sont jamais assez cuites. Et avec des saucisses du style knacky, là, tu vois, mais en moins bon, à mes yeux. Frit, tout ça frit, et arrosé de mayonnaise et ketchup. Voilà, wow, ça c'est le plat que les enfants raffolent ici. D'accord. Et est-ce qu'il y a des spécialités gourmandes plutôt sucrées? Alors, ils sont très peu sucrés ici au Pérou. Il n'y a pas de dessert. Par exemple, quand tu vas au restaurant, il n'y a pas cette habitude de dessert. En famille non plus. Tu finis pas par une note sucrée qui, moi, me manque encore. Oh, quelle tristesse! Ouais. Il n'y a pas cette habitude de dessert. Donc après, ils ont quelques pâtisseries, mais à mes yeux, vraiment, ça n'a rien à voir avec la richesse qu'on a chez nous.
Et ouais, non, c'est pas là-dessus qu'on retrouvera je crois, les Péruviens. Il y a quelques trucs très bons. Il y a un gâteau à tres leches, ça s'appelle, aux trois laits. C'est bon, celui-là, il est très bon, mais c'est quelque chose que tu vas manger peut-être à 4 heures ou quelque chose comme ça. Genre, on ne mange pas de dessert ici. Ok. Si on revient 2 secondes à l'itinéraire, si on a vraiment plus de temps, où est-ce qu'on va pour continuer le voyage? Alors, ce que tu peux faire, c'est notamment aller en Amazonie ensuite, parce que Ouais. l'Amazonie est quand même pas loin. Elle est pareil, c'est une grosse nuit de bus. Il y a 2 très grosses réserves qui sont accessibles depuis Cusco. Il y a d'un côté Tambopata, la réserve de Tambopata, et de l'autre la réserve d'El Manu, où là, effectivement, ça peut être très intéressant aussi, du coup, avec des enfants, parce que tu vas découvrir plein d'espèces d'animaux incroyables dont tout le monde rêve de voir en nature, et c'est très chouette. Voilà, mais là, il faut un peu plus de temps, au minimum 4 jours. Tu peux pas faire plus court. Oui, et puis du coup, ça te fait voir des choses vraiment différentes de tout ce que tu as vu au Pérou. C'est encore une autre culture, là. Tu laisses les lamas et les alpagas derrière et tu découvres les singes, les perroquets. Donc, c'est Waouh! vraiment très différent, ouais. Ok. Côté budget, si on parle pas du billet d'avion, des vacances au Pérou, ça coûte cher? Ça coûte cher, en fait, si tu veux bien faire tes vacances. C'est comme partout, hein. Moi, j'ai découvert ça en bossant vraiment dans le tourisme. J'ai pourtant beaucoup voyagé avant, mais quand tu passes dans l'envers du décor, tu te rends compte des prix et que pour avoir de la qualité, c'est partout pareil. Faut mettre un petit peu de prix, quoi. Il y a pas de mystère. Si tu veux quelque chose vraiment clé en main, qui soit fait, te pas être plongé, voilà, dans un bus avec 30 touristes ou dans un bateau à 30 touristes pour découvrir les îles du lac Titicaca, faut mettre un petit peu plus d'argent, quoi. Est-ce que tu peux nous donner une moyenne, une fourchette? Une fourchette, c'est grosso modo. Après, encore une fois, nous, quand on construit les voyages, c'est vraiment du sur-mesure. Bien Donc, sûr. à chaque fois, on va demander, enfin, est-ce que vous préférez loger chez l'habitant, plutôt un hôtel étoilé? Voilà, en termes de restauration, tu as tous les prix. Si tu peux manger pour 5 soles, soit 1,50 €, comme tu peux manger pour 50, 100 soles, quoi. Il y a de tout. Et donc, juste pour donner une idée, grosso modo, tu peux 15 jours, en gros, nous on parle beaucoup en dollars, donc ça fait à peu près dans les $2 000, quoi. Par personne. Ouais. Rien que, tu vois, le Machu Picchu, le train pour aller au Machu Picchu, l'aller-retour. Alors actuellement, ils font quelques promotions, mais un train aller-retour pour aller au Machu Picchu, il est à $120. Donc ça fait 100 € oui. déjà rien que pour le Machu Picchu. L'entrée, elle est à $50. Enfin voilà, ça peut aller très vite en fait. Ça donne une idée. On est d'accord, tous les voyages sont différents, mais bon, on sait qu'à partir de $2 000 par personne, on a un joli voyage au Pérou. Ouais, tout à fait. Bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir par des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Et comme tu as pas mal voyagé, ça peut être rigolo. Qui t'a donné envie de voyager au tout début? Je crois que si elle m'entend, elle va s'en mordre les doigts, mais ce sera ma maman, en fait, qui aujourd'hui ne rêve qu'une chose, c'est que je revienne. Mais quand j'étais petite, elle disait toujours, moi, si c'était à refaire, je serais hôtesse de l'air, parce que comme ça, je pourrais voyager partout. Oui, pas en Puis elle adorait voyager. Alors, elle partait toute seule, voyageait, elle nous laissait avec mon papa, c'était génial. Puis elle revenait, elle avait des cadeaux, elle était heureuse. Enfin, du coup, ça avait l'air génial. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire? C'est toute l'Asie où en fait j'ai pas osé le faire avant parce qu'il y avait la barrière de la langue. Et aujourd'hui, ça me fait pas mal rêver. Ouais, l'Asie, j'ai pas de pays en particulier enfin voilà, Cambodge, Laos, Thaïlande, Indonésie, tous ces pays-là, ça pourrait m'attirer. Ouais, ouais. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait? Aucun, hein, finalement, j'ai pas eu de voyage. Enfin, tous, ils ont fait partie de ma vie, ils ont apporté quelque chose. Il y a des endroits où j'ai moins accroché, mais parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'étais moins disponible. Madagascar, j'ai pas eu ce coup de foudre que j'avais eu l'année précédente pour le Nicaragua. Mais peut-être que si j'étais allée à un autre moment, j'aurais adoré. Enfin, voilà, on sait pas. Parce que c'est quand même un très beau pays aussi, quand même. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage? Avec un gros groupe, moi, je pourrais pas. Non, pareil. Enfin, je pense qu'on est beaucoup de Français à pas être trop là-dedans. Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors d'un de tes voyages? Elle est facile, celle-là, du coup, c'est rencontrer mon mari en Machu Picchu. Ouais. Oui, ouais, c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça. J'ai pas mieux. Votre prochaine destination en famille?
Ah bah la France, franchement. Il est temps. Toulouse. Oui, ouais. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause du Covid? De là, on peut dire les deux maintenant. Ben, en fait, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, en étant expatriés, on n'a plus trop de. Enfin, maintenant, l'idée, c'est de rentrer en France, quoi, de temps en temps, de faire des allers-retours. Mais du coup, ça nous laisse peu de place pour faire imaginer d'autres voyages, malheureusement, pour l'instant. Donc, non. Ok. Je sais pas si je suis un bon exemple pour ça. Ouais, du coup. Non, il y a pas d'exemple ou pas d'exemple. C'est toi dans ta situation, bah non, en fait, ça change rien. Non. Plus parce que tu ne voyages pas que parce Ouais, que tu vas changer des choses. tout à fait. Quelle destination aimerais-tu découvrir lors d'un prochain épisode sur le podcast? Ah bah, les pays d'Asie, comme ça me fait, moi, ça me fait voyager Il y en a ailleurs. déjà quelques-uns. Voilà. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Alors, on est présent sur presque tous les réseaux sociaux. Moi, j'utilise surtout Facebook. Donc, sur Facebook, il y a notre agence, Trekking Pérou. Il y a notre maison d'hôtes aussi, donc la maison chez Claire et Juan à Cusco. Et il y a aussi notre association qui a une page à Solidarité Trekkinka. Et puis aussi sur Instagram, mais c'est un outil que j'utilise beaucoup moins. Je suis moins à l'aise avec cet outil-là, mais on est quand même aussi sur Instagram avec Trekkinka, donc l'agence et la maison. On a aussi une page et puis bien sûr via mail, on a un mail hello @trekkingka.com. On a un site internet aussi, donc www.trekkingka.com aussi. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Plus utilisé, ouais. Merci beaucoup Claire pour cette Avec grand plaisir. super visite guidée du Pérou. C'est waouh, j'ai voyagé. Alors je voyage à chaque podcast, à chaque épisode, pardon. Mais le Machu Picchu, quoi, ça fait partie je crois, des rêves encore de tellement de monde. Et ça paraît, enfin moi, c'est ce que je disais en intro, ça fait partie de ces endroits qui me paraissent encore un petit peu inaccessibles. Et quand on t'écoute, bah en fait non, c'est pas du tout inaccessible. Il faut juste le mettre sur sa liste de voyage, quoi. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'était très chouette. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, partagez-la ou mettez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour m'aider à le rendre plus visible, vous le savez, c'est sur Apple Podcast que ça se passe. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Vous n'avez pas tout noté ? Pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com/podcast. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram à famille et voyage _blog _, vous savez, c'est le tiré du bas. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.